Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, nouveau numéro de vos post-mortem, ces podcasts pendant lesquels nous revenons sur la saison et en particulier les playoffs mais aussi l'avenir. On se projette sur l'avenir d'une franchise. Alors on continue à l'Est parce qu'on avait ouvert le bal par les Grizzlies, on avait ensuite voyagé du côté d'Atlanta. Pour les deux premiers épisodes, c'était moi accompagné de Tom, ou Tom accompagné de moi pour être un peu plus respectueux. Amine était entré dans la rotation pour faire le bilan des Nets. Amine reste dans la rotation. Je rentre. Tom fait sa sortie pour parler des Cavs. Comment ça va, Amine? C'est peut-être le premier des post-mortem qui risque d'être vraiment salé, celui-ci. Clairement, clairement. Entre ce qu'on attendait en début de saison, après la saison régulière et ce qui s'est passé en playoff, il y a un gap qui risque d'être difficile à expliquer. Mhm. Donc on va donc parler ensemble des Cleveland Cavaliers éliminés au premier tour des playoffs face aux Knicks, tête de série numéro 5. Les Knicks tête de série numéro 4, c'est Cavaliers 4-1 sec pour ce qui était la première défense, septième attaque selon Cleaning de Glace et qui avait gagné 51 matchs. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur Twitter et aussi sur YouTube. Alors, petite précision par rapport à ces post-mortem, on est au cœur des demi-finales de conférence au moment où j'enregistre ce podcast avec Amine. Il y a peut-être des previews qui vont sortir, donc peut-être que ce post-mortem sortira quelques jours après son enregistrement. Donc, on espère que d'ici là, il ne se passe rien d'exceptionnel du côté des Cavs. Les confs de presse de fin de saison ont été réalisés. Visiblement, il n'y aura pas de changement de coach imminent, ou alors Kobe Atman est un très bon joueur de poker. Donc, on croise les doigts. Petite précision au cas où certaines choses pourraient paraître datées, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Amine, ces podcasts post-mortem, c'est 4 ou 5 questions. Parce qu'en fait, quand je vous ai envoyé la trame, il y a une partie qui est peut-être une question, pas vraiment, on ne sait pas. Commençons par la première. L'objectif de la saison a-t-il été rempli, Amine, tout simplement? Bah non. Non, parce Ah, c'est le que premier non c'est... sec. Ah mais c'est un non sec, forcément. Quand tu fais un deal comme tu as fait en début de saison pour Donovan Mitchell, où t'handicapes beaucoup de choses pour l'avenir et donc tu comptes vraiment sur ce joueur pour te faire passer le step en playoff. Alors le step il a été passé en saison régulière, ok, clairement, mais en playoff c'était pas le cas du tout. Et du coup, je sais pas si la saison dernière où ils se font éliminer au play-in n'était pas plus satisfaisante finalement que cette saison, vu comment elle se termine. Effectivement, il y a... Moi, cette saison, elle me fait beaucoup penser à certaines saisons des Hornets play-in. Amine, dans le sens où il y a des choses à retenir cette saison. C'est une équipe qui gagne plus de 50 victoires. C'est une équipe qui était top 5, top 10 attaque, top 10 défense. Et d'ailleurs, ils ont gagné 51 matchs, alors que quand on regarde les statistiques avancées, c'est une équipe qui a sous-performé par rapport à son efficacité offensive et défensive. Ils auraient dû être plus haut encore. Donc, il y a des motifs de satisfaction. Et c'est vrai que du coup, Kobe Atman, le président des opérations basket, a expliqué euh, l'année dernière, c'était play-in. Cette année, c'est play-off. C'est une progression. C'est pas une déception pour lui. Et effectivement, en regardant ce qui avait été dit du côté du Media Day en début de saison, j'avais regardé. Alors oui, Donovan Mitchell avait expliqué qu'il fallait aller loin en play-off, mais Kobe Atman avait déjà expliqué à l'époque que c'est plutôt un projet sur long terme et qu'il faut de la progression. Le fait est, pour reprendre ce que tu as dit et pour reprendre un peu mon parallèle Hornets, la fin est beaucoup trop moche pour excuser en fait ce qui s'est passé. La fin est ignoble. On va revenir en détail là-dessus. Donc, j'aurais tendance à dire non aussi, en fait, parce que la fin gâche tout. C'est d'ailleurs très intéressant. Tu m'aurais posé cette question à la sortie de la série. Je pense que je les aurais découpés. Là, avec un peu plus de recul, je repense à leur saison régulière, mais ouais, c'est pas rempli, quoi. Est-ce que, tu l'as déjà un peu dit, Amine, mais est-ce que c'est vraiment les playoffs qui te font dire ça, du coup? Oui, clairement, c'est basé vraiment sur les playoffs, mais quelque part, l'objectif, c'est d'être compétitif au niveau playoff. On avait fait Mhm. la preview à deux sur le Cavs Knicks. Et on avait mis en exergue, finalement, on avait vu beaucoup de choses qui pouvaient être dérangeantes pour Cleveland, mais on ne se rendait pas compte à quel point ça serait dérangeant. Et aujourd'hui, la construction de ce roster, même si moi, personnellement, en plus, peut-être c'est là aussi où c'est pas une équipe que je supporte, mais ce roster-là, je l'aimais bien.
Il y a quelque chose qui me plaît. Hmm. J'aime beaucoup Mobley, j'aime beaucoup Garland. Mitchell, c'est un joueur que je respecte beaucoup. Et d'avoir ce qu'on a vu, en fait, ça démontre qu'il va falloir faire beaucoup de choses, en fait, pour être vraiment un contender, en fait. C'est surtout ça qui fait que la déception, elle est forte et qu'on peut considérer la saison comme ratée parce que il reste beaucoup de travail à faire. Donc, c'est ça qui me fait dire que la saison est ratée. Sinon, tu m'aurais posé la question en fin de saison régulière sans juger sur les playoffs. La saison a été formidable. C'est une évidence. Mitchell fait une saison calibre MVP. Mobley a continué ses progrès et commence à acquérir des grandes qualités. Mais le jeu des playoffs, face à une équipe des Knicks en plus qui aurait dû être prenable, disons-le clairement, c'est-à-dire que c'est une bonne équipe qui a utilisé tous les défauts de Cleveland pour justement passer assez facilement ce tour. Mais normalement, une équipe construite comme Cleveland aurait dû passer cette étape. Je suis complètement d'accord avec toi. Et revenons du coup sur les playoffs, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce premier tour? C'est rare les séries de playoffs où tout le monde est à blâmer, je pense. Tout le monde est à blâmer, du front office au coach, en passant par les superstars, les joueurs de banc. Tout le monde est à blâmer. Tu l'as dit, c'est Knicks. Alors, il faut souligner le sérieux des Knicks, effectivement, mais tu vois, dans cette conférence, cette division centrale qui a beaucoup souffert du coup sur le premier tour, bah là où les Bucks sont tombés, et le post-mortem Bucks va arriver, là où les Bucks sont tombés face à une équipe qui a mis des tirs et qui avait Dieu comme porteur de balle sur certaines séquences, les Knicks c'était prenable. Et effectivement, on avait mis en avant certains points, et moi je suis choqué de voir qu'ils ont été si impactants si tôt. Je l'avais déjà dit, je l'expliquais depuis plusieurs mois, pour moi, leur problème à l'aile, aller les bloquer face à des Bucks, face à des Celtics, peut-être face aux Sixers, mais que ça soit déjà un problème à ce point-là, si tôt, je ne comprends pas. Le manque de en tout cas de physicalité ne se dit pas vraiment, mais enfin de brutalité, je vais plutôt le dire comme ça. On en doutait, toi et moi. On en doutait, on avait dit, bah c'est peut-être un peu surcoté. Ils se sont fait allumer vraiment physiquement. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'ils viennent ensuite en conf de presse après la fin de la saison te dire, ah peut-être qu'ils en voulaient plus que nous. Mais ça, c'est un discours que je peux pas accepter, en fait. Si, oui, si tu es les Warriors, si tu es les Brown James, je peux entendre ça. T'as déjà gagné des titres, etc. Peut-être un premier tour de playoff, c'est une mise en jambe, c'est un peu compliqué. Les Cavs, ils ont pas joué de playoff depuis le départ de LeBron James. Du coup, euh, tu t'as pas le droit de venir après avec ce genre de choses. Et effectivement, on va peut-être commencer là-dessus, Amine. L'impression physique, mais au niveau de l'impact physique, la différence, c'était choquant. On avait vraiment l'impression qu'ils subissaient et peut-être qu'ils n'étaient pas au rendez-vous de cet impact physique-là, vraiment. Ouais, c'est l'impression principale en fait qui ressort de cette série de playoffs. En fait, finalement, je suis d'accord avec toi. On peut pas dire ce genre de choses, notamment Jarrett Allen qui a dit on n'avait pas clairement pas autant envie qu'eux, mais ça correspond justement à ce qu'on a vu sur le terrain. Mmh. C'est-à-dire le terme soft a rarement été aussi parlant que pour les Cavs sur cette série. Et c'est un vrai problème parce que disons que les profils qui sont présents sur le terrain ne nous laissent pas entendre qu'il va y avoir un changement là-dessus. Donc il y a beaucoup de problèmes dans ce roster et beaucoup de problèmes. En fait, j'ai l'impression que cette série contre les Knicks a mis en exergue tous les problèmes qu'ont les Mmh. Cavs. Donc, comme tu l'as dit, ce manque de physicalité qui, face à certaines équipes, et notamment par exemple les Knicks, une équipe qui joue beaucoup là-dessus, se voit tout de suite. La profondeur de banc qui est terrible. Et Mmh. puis, une des choses principales, c'est ce manque à l'aile qui est dramatique en fait. Tu as passé toute la série justement, c'est le seul plus ou moins ajustement qu'a tenté Bickerstaff, parce que sinon il en a fait aucun autre, mais à hésiter entre Okoro, Osman, les minutes de Caris Levert justement au poste 3. Il savait pas quoi faire parce qu'en fait, il y a personne qui peut tenir ce rôle du côté de Cleveland, sachant que les autres joueurs créent des problèmes qu'un ailier doit régler justement en plus. Donc Mmh. c'était presque injouable. Non, mais tu l'as dit. Prenons par exemple, ce poste 3, il est symbolique.
On a déjà parlé du côté athlétique. Tu as donc Isaac Okoro. On l'avait dit avant le début de la série, qui était le meilleur joueur à mettre sur un Jalen Brunson, qui était vraiment au cœur. Je pense qu'il a dû faire des cauchemars de Jalen Brunson, Biggerstaff, parce que son plan défensif était beaucoup trop axé sur Brunson, en fait. Et s'ils se sont fait, petite parenthèse, s'ils se sont fait tordre à ce point au rebond, c'est aussi parce que pendant la série, moi, en regardant les matchs, je me faisais des notes, mais ils étaient beaucoup trop agressifs sur les aides sur Brunson. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Mitchell Robinson, quand il est en duel face à face, il prend tout. Il a pris tous les rebonds à chaque fois. Bien évidemment aussi, il y a eu des duels directs et il a aussi dominé Jarrett Allen. Donc, ce poste 3, d'abord, on a Isaac Okoro, qui, clairement, Tom Thibodeau n'y avait pas peur parce qu'ils étaient laissés grands ouverts. Ensuite, Cedi Osman, défensivement, c'est négatif. Caris LeVert reste un joueur qui est quand même ultra inefficace. Et ensuite, on a Dean Wade qui a pas joué parce qu'il est dans le saut depuis le All-Star break. En fait, il y a même comme quoi il se serait pas vraiment remis d'une blessure. Tu arrives sur ces playoffs-là, tu n'as aucune solution sur le banc, et pas seulement pour le poste 3, je veux dire. Ricky Rubio, c'est extrêmement compliqué. Amine, petit jeu. Il a tenté 32 tirs au panier sur cette saison, Ricky Rubio. Il en a mis combien? 32 tirs au cercle sur 32. Au cercle, hein. Donc on est donc très près du panier, hein, je précise. Il en a mis 10 quand même. Il en a mis 12 sur 32. C'est le Je premier visais bas. c'est le premier pourcentile parmi les meneurs, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 99% de la NBA qui fait mieux. Enfin, ils ont. Est-ce qu'on s'est trompé en surestimant le pouvoir du top 4, Amine? C'est ça? Oui, de toute façon, on s'est clairement trompé. On n'a pas vu venir que toutes les faiblesses de ces Cavs étaient des faiblesses justement qui seraient mises en avant en playoff finalement. Et on l'a vu depuis le début de ces playoffs de manière générale, l'importance du rebond offensif. On s'était dit que par la taille, par la présence de deux intérieurs puissants, que les Cavs seraient une équipe qui pourrait en playoff élever leur niveau. Ils l'ont pas du tout fait. Et les Knicks qui possèdent des très bons joueurs pour être, c'est une de leurs armes principales, le rebond offensif, les ont bouffés là-dessus. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est que ces Cavs-là, ils sont pas armés pour des playoffs en fait, tout simplement. Dans une ligue où les ailiers dominent toujours, sauf dans une petite franchise du Colorado, c'est pas possible en fait d'avoir ce manque à ce poste-là. Puis tu vois, si tu prends l'exemple de Denver, c'est souvent le jeu de s'inspirer, de regarder qu'est-ce qui marche chez les autres pour implanter chez moi. On enregistre, soyons transparents, quelques heures après la victoire du coup des Nuggets qui ont du coup remporté cette série face aux Suns. KCP, il fait un premier carton de malade en fait. Et KCP, il est titulaire tous les jours. Enfin, je veux dire, j'écoutais c'est Brian Windhorst qui a intervenu dans un podcast Cleveland, qui expliquait qu'en gros, si Torrey Craig il serait arrivé 15 minutes à la salle avant le match 5, il jouait 20 minutes. Parce qu'en fait, ils étaient désespérés en fait au niveau de la rotation sur le poste 3. Et c'est vrai, tu l'as dit, mais ils sont pas armés. T'as aussi, c'est très intéressant, t'as dit t'as deux intérieurs puissants, mais t'as qui derrière? Ils sont pas. Robin Lopez. Ils ont Robin Lopez, ils ont pas d'alternative. Donc, moi, gros mea culpa, mais ça arrive sur des previews, on peut se tromper. J'ai surestimé le pouvoir de leurs 4 meilleurs joueurs qui, pour moi, allaient rouler sur les Knicks. J'ai sous-estimé, je pense aussi personnellement, les Knicks. Oui. Ça mea culpa. Mais effectivement, il y a pas un joueur de rotation qui sort grandi, et peut-être ouvrons la page, Amine, parce que il se pose indéniablement maintenant la question du projet des Cavs. Parce que quand tu sors de cette manière-là, avec l'avantage du terrain en 5 matchs, il se pose la question de ton projet à plus long terme. Il y a déjà des rumeurs au niveau du trade, d'un trade pour Jarrett Allen, etc. Bon, parlons-en. Est-ce que ça pose des questions sur la manière, structurellement, sur la manière dont ils sont construits, sur leur projet en fait? Si on ouvre ce chapitre du projet, où en est l'équipe dans son projet, est-ce que le projet doit dès maintenant évoluer? En fait, évidemment, forcément, à partir du moment où tu as ces playoffs qui se sont passés et la problématique du duo Mobley-Allen pas si efficace que ça sur une série de playoffs,
la question du trade d'Allen allait se poser forcément. C'est un joueur qui reste une bonne valeur marchande parce que c'est un pivot titulaire en NBA, mine de rien, et qui a un gros salaire qui permettrait de travailler justement sur un trade intéressant et récupérer ce fameux joueur capable de sanctionner sur les ailes au moins en étant bon défensivement, voire mieux un bon two-way. Et du coup, forcément, les 20 millions de dollars sur encore 3 ans pour Jarrett Allen, ça fait partie des choses qui rentrent dans la considération. Comme tu dis, le problème de la construction ainsi, c'est qu'en fait, c'est une construction, alors oui, choisie en un sens, mais c'est une construction d'opportunité du côté des Cavs. Jarrett Allen, il fonce dessus sur le trade de James Harden parce qu'il est disponible. Et franchement, même maintenant, même après cet échec en playoff, je trouve que c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait. En plus, c'est un joueur bien différent. Il est devenu un joueur bien meilleur justement que celui qu'il était au Nets à ce moment-là. Ils sont sur des opportunités comme Caris LeVert avant ça. Ils ont plutôt bien drafté avec Garland et Mobley. Mitchell, c'est la superstar qui a à prendre sur le marché l'été dernier et qui doivent, eux, ils veulent passer un step. Ils voient que c'est pas encore assez. Quel était l'autre choix? Face à d'autres équipes qui ont économisé tout leur pic de draft sur Rudy Gobert ou sur Dejounte Murray, je trouve encore aujourd'hui que c'était une meilleure idée de les mettre sur Donovan Mitchell. Bien meilleur. Et voilà. Et du coup, la question qui se pose, c'est ils ont été forcés de travailler comme ça. Enfin, forcés, non, pardon. Ils ont eu des opportunités, ils les ont saisies pour progresser. Aujourd'hui, il y a un constat d'échec sur la façon dont a été construite le roster, avec un banc très faible, avec l'absence d'ailier vraiment titulaire NBA. Il n'y a pas d'ailier titulaire NBA, en fait. Est-ce qu'il y a même dans un cette ailier équipe. de banc NBA? C'est ça, c'est une grande question. Et du coup, comment ils vont pouvoir se relever de ça? Parce qu'il faut à tout prix à la fois trouver cet ailier et construire un banc aussi. Hein. Ça suffira pas, hein, parce que là, il y a déjà quand tu considères que sur la série de playoffs, les 4 joueurs vraiment importants de l'équipe, aucun d'entre eux finalement n'a élevé son niveau en playoff. Si t'as en plus pas de banc, si t'as en plus donc t'as même pas un 5 majeur solide, ça va être compliqué. Ouais. Je te rejoins sur la construction par opportunité, et ça se voit. C'est Tom qui avait cité ça pendant notre podcast sur Memphis. La manière dont les équipes vont dépenser leur mid-level, comme quoi c'est parfois la seule bouée pour certaines équipes. C'est pas quelque chose qui a été considéré par les Cavs. Moi, je me dis parfois peut-être qu'ils s'attendaient pas aussi à arriver peut-être 4e avantage du terrain après une saison à 50 victoires. Peut-être, parfois c'est peut-être ma naïveté qui parle, mais je crois qu'il y a de ça. Par rapport au banc, clairement, il va falloir le reconstruire. On va en parler dans la prochaine partie. À court terme, c'est le banc. Parce que moi, je reste persuadé, Kobe Altman l'a dit pendant sa conférence de presse d'après-saison, que les Cavs ont décidé de faire, contrairement aux Bucks, du coup, qu'ils allaient garder l'effectif globalement comme ça. Alors peut-être qu'il y a des opportunités encore une fois, qui vont se présenter. Moi, je trouve que le trade de Jarrett Allen en l'état sera un non-sens. Pourquoi? Première chose, Jarrett Allen, c'est un pivot. Il n'y a pas 15 000 franchises qui recherchent un pivot, d'abord, à 20 millions d'années, qui plus est. Parce qu'en fait, Jarrett Allen, on en parlait au moment du contrat de DeAndre Ayton, en fait. Quand tu regardes chez les pivots, en gros, tu as les mecs qui s'appellent soit Nikola Jokic, soit Joel Embiid, et les autres qui s'approchent du DH20 parfois, qui sont payés très très cher. Je pense à des Karl Anthony Towns, Bam Adebayo. Et ensuite, à la catégorie parmi où on trouve un Jarrett Allen, mais il y a Vucevic qui est en fin de contrat et tout, donc tu as ces pivots qui sont titulaires NBA, mais où il y a des questions par rapport à l'implantation sur des formats playoffs, etc. C'est pas un mec qui va attirer des grosses offres, et puis, pour faire quoi en fait? Evan Mobley n'est pas un pivot à l'heure actuelle. Il ne peut pas jouer pivot. Donc, en fait, tu vas te créer 2 besoins en fait, parce que tu auras besoin d'un pivot titulaire, alors que tu as déjà besoin d'un pivot backup, et en plus, tu auras besoin de l'ailier. Je pense qu'en l'état, tu restes ainsi. Il y a la question aussi du backcourt. Le backcourt est petit, on le savait, et un petit backcourt. On l'a déjà vu avec le même Donovan Mitchell à Utah, ça peut poser parfois problème. Je serais plutôt tenté de, dans un premier temps, essayer de renforcer le banc à la marge, parce que tu n'as pas de marge, en fait. Tu peux pas investir sur la free agency, vraiment. Et ensuite, voir année 2. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'est intéressant. C'est justement la question que je me posais. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il y a un fantasme justement. L'idée de trader Allen, c'est le fantasme de dire allez Mobley, c'est bon, c'est ton tour, tu joues pivot. Je pense que à l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas encore un pivot et que, en tout cas, pas sur 40 minutes quoi. Mmh. Et que de fait, Jarrett Allen, il reste encore très important dans cet effectif. Le truc, c'est que comment travailler de la même manière avec le même groupe, en fait, finalement. Et, et en fait, Jarrett Allen, effectivement, son contrat est élevé, ce qui fait que sa valeur est un peu moins intéressante pour pas mal de franchises. Après, tu as des franchises, par la voie de beaucoup de trades avec des pics et compagnie, tu as des franchises qui vont devoir avoir un plancher la saison prochaine pour pas donner des pics trop importants. Donc on Mmh. peut imaginer par exemple un Houston intéressé par un Jarrett Allen qui t'offre un plancher défensif. Mais est-ce que ça suffira aux Cavs justement pour aller chercher ce qui leur manque? Effectivement, les ajustements vont être compliqués. Euh, les ajustements seront compliqués. C'est là où parce que tu vois, si tu cherches un pivot comme ça, pourquoi tu vas pas on en parlait du côté des Hawks, pourquoi tu vas pas chercher Clint Capella, par exemple? Tu vois? Hmm. Si tu cherches ce genre de pivot, c'est là où la valeur d'un Jarrett Allen, elle est compliquée. On se rejoint sur le cas Mobley. De toute façon, le cas Mobley me fait penser au jeune Jared Jackson dans le sens où, ah, attendez, c'est un protecteur de cercle, jeune, athlétique, mettons-le pivot. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, tout le Hmm. temps. Bah Amine, parlons peut-être des changements pour cette équipe à court terme. Alors, on a déjà parlé un peu de terrain. Est-ce que le coach, alors, la confiance a été renouvelée pour JB Burgerstaff de la part de Kobe Atman. On n'en a pas vraiment parlé sur la série, enfin un petit peu. Tu aurais été Kobe Atman, est-ce qu'il saute après cette série de playoffs, Amine? Oui, mais alors oui, pour moi, cette série de playoffs, elle montre, c'est-à-dire que JB Bickerstaff, on est passé par pas mal d'émotions avec lui depuis qu'il a rejoint ses Cavs, c'est-à-dire que c'était un coach qu'on considérait pas tant que ça et qui a montré Mhm. des choses intéressantes avec Cleveland, notamment en saison régulière, de la façon dont il a travaillé, mais ça n'enlève pas toutes les limitations qu'on lui connaît. Et sur la série, c'est terrible aussi, c'est-à-dire qu'on a un coach qui ne s'est pas ajusté et qui a plus ou moins continué en espérant que ça finisse par passer et rien ne s'est passé. Donc finalement, on a retrouvé un peu le coach qu'on connaissait avant et j'ai envie de dire, oui, pour moi, il aurait dû être remercié, surtout que c'est une intersaison où on va avoir pas mal de coachs finalement assez intéressants sur le marché où tu peux Mhm. commencer un nouveau cycle et peut-être justement, éventuellement, comme tu peux pas faire de gros ajustements sur l'effectif, peut-être donner un nouvel élan grâce à ce nouveau coach. Et donc le fameux mais, c'est que ce qui ressort apparemment, c'est qu'il est adoré par son effectif. Et est-ce que ça serait pas problématique de s'en séparer trop vite avec ce groupe, on va dire jeune dans sa construction pour avancer? Et est-ce que vous n'allez pas braquer certains joueurs qui auraient voulu continuer avec Bickerstaff? Donc ça, c'est la grande question. Moi, je pense qu'on est face à un constat d'échec concernant le coach quand même et ils auraient dû changer. Ouais. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que je pense que peut-être pour des joueurs comme Garland ou Allen, il est associé aussi au coach du renouveau, en fait. Il y a beaucoup cette, euh, C'est cette ça. idée qu'il a installé une culture du côté de Cleveland, qui sont des choses qui, de notre point de vue, je pense, sont toujours difficiles à comprendre et qui sont beaucoup plus concrètes, en fait, pour les joueurs dans ce genre de cas. Après, effectivement, sur la série, tactiquement, beaucoup trop agressif sur Jalen Brunson, Okoro. On sait que je porte pas Isaac Okoro dans mon cœur. C'est difficile de mettre un jeune joueur sur ses vraiment premiers playoffs que tu as sorti de la rotation, remis dans la rotation tout au long de l'année, en fait. Il y a peut-être un problème au poste 3, mais est-ce qu'il en est pas aussi un des artisans? Euh, Parfois, c'est bien d'être têtu, en fait, quand t'es coach. Donc, tente un mec au poste 3 et reste avec lui plutôt que de tâtonner comme ils l'ont fait pendant une partie de la saison. Donc, moi aussi, je pense qu'il aurait peut-être sauté. Je pense que c'est cette théorie qu'aiment bien souvent répéter les Américains, c'est que, en gros, le coach qui te sort de la loterie, celui qui te fait avancer en playoff et celui qui te fait gagner un titre, bah, souvent, ce sont trois coachs différents, voire deux. Et je pense que JB Biggerstaff, un coach sur lequel on avait déjà des questions, l'a montré, en fait.
globalement qu'il était peut-être pas ce coach d'ajustement. Ils n'ont pas décidé de faire ce choix, Amine, ce qui fait qu'on se retrouve. Ce qui est bien, c'est qu'on en est à quoi 25 minutes de podcast et on a fait tous les constats, mais qu'est-ce qu'on fait du coup, Amine, cette intersaison du coup? Parce que ils ont pratiquement pas de marge salariale. Il y a les contrats. De toute façon, même si ta seule opportunité serait peut-être Jarrett Allen, comme on l'a dit, mais il faut aussi penser que tu as une prolongation pour Evan Mobley qui va arriver. Tu espères re-signer quand même Donovan Mitchell dans 2 ans. Donc, c'est des choses auxquelles le GM pense. Est-ce que c'est vraiment juste des ajustements à la marge sur sur les postes 2 et 3? C'est ça l'objectif de l'intersaison? Ouais, on peut rajouter à ça qu'ils ont plus du tout de pic pour éventuellement faire un trade. Également. Donc ils ont l'avantage, donc ils ont plus de cap, ils seront déjà à 126 millions de cap la saison prochaine. Ils auront quand même l'avantage de pouvoir bénéficier de la full mid-level, donc c'est déjà ce qui permet de peut-être faire un ajustement. Est-ce que ça suffira? C'est une autre question. Mais donc, effectivement, à part la mid-level, et je crois qu'il y a la biannuelle aussi, il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire des ajustements à la marge. Comme tu l'as dit, Levert aussi est en fin de contrat. Donc, est-ce que tu lui proposes, une prolongation Ah, en je l'avais baissant? noté, j'ai oublié d'en parler. Vas-y, parle-moi de. Est-ce qu'on garde Caris du coup? Moi, je pense que non. Maintenant, s'il est... Enfin, non. La réponse, c'est non. Mais le truc, c'est, imaginons qu'il aurait accepté une belle baisse de contrat, mais ce qui n'arrivera pas. Pourquoi pas? Éventuellement, pour le garder justement en asset dans d'éventuels trades plus tard. Mhm. C'est un joueur qui, on ne sait pas trop pourquoi parfois, mais qui garde de la valeur auprès de pas mal de franchises. Donc, voilà. Maintenant, au prix auquel il était sur son dernier contrat, pour moi, c'est pas possible, tu le gardes pas. Il y a des petits contrats qui peuvent être utilisés, donc et dont on a vu en plus les limites. Donc les contrats de Rubio ou d'Osman, est-ce que c'est des contrats qui peuvent être utilisés dans des trades, sachant que euh, ils sont pas très valuables et t'as pas de pic à attacher, t'as pas ce genre de choses. Donc est-ce que tu fais vraiment quelque chose avec ça? Je trouve que la problématique, elle est claire, c'est que tu as pas les armes pour t'ajuster, alors que tu dois t'ajuster en fait. C'est ça, au niveau des pics, ils ont juste leur second tour. Je crois qu'ils ont 6 seconds tours sur les 5 prochaines années ou un truc comme ça. Donc, En ils ont fait, il y a uniquement. tous les swaps avec Utah. Et, Ouais. il y a juste le pic de 2024 qu'ils ont encore. Et sinon, après, c'est soit ça va à Utah, soit c'est swap avec Utah. Donc, ils n'ont pas la main, en fait, entre Mhm. guillemets, sur En leur fait, ils pic. peuvent pas trader un premier tour. En fait, ils n'ont pas Ouais. le pouvoir. D'ailleurs, une règle, la Stepien Rule, qui a été justement instaurée pour Cleveland. Hein, l'ironie est totale. Euh, je te rejoins, en fait. Tu dois faire ces changements-là, mais pour revenir sur le dossier Caris Levert, pour moi, ils vont le prolonger pour deux. Enfin, ils vont le garder pour 2 raisons. D'abord, parce qu'en fait, tu fais quoi si t'as pas Caris Levert? Alors, c'est loin d'être un joueur qu'on tient dans notre estime, mais c'est le 5e meilleur joueur des Cavs, je pense. Il y a débat. Donc en fait, si déjà sur une rotation limitée, si tu te détaches de lui, ça va être un peu compliqué. Et puis tu l'as dit, pour l'échanger, en fait, ça sera une pièce à échanger peut-être pour plus tard. Donc je pense qu'ils vont essayer de s'entendre avec lui. Il y a eu des interviews comme quoi il se sentait bien du côté de Cleveland. Bon, ils disent toujours ça, mais peut-être c'est aussi un joueur qui a quand même beaucoup voyagé en NBA, donc peut-être avoir un peu de stabilité, c'est quelque chose qu'il recherche. Après, moi, j'ai déjà essayé j'ai fouillé un peu les articles sur la fin de saison de Cleveland. J'ai été me farcir les listes de free agent, Amine. On va partir sur du Torrey Craig, sur du Rui Hachimura, s'ils veulent, sur du Max Strus, etc. Et là où pour vraiment mettre en avant le cataclysme qu'était cette série, j'ai parlé de 3 joueurs qui auraient eu un immense impact sur leur série. Hein. Si ils ont Clairement. Torrey Craig, Mike Strus ou Rui Hachimura, j'y crois peut-être un peu moins pour Hachimura parce qu'il fait il fait une bonne campagne avec les Lakers. Je pense qu'il pourra peut-être prétendre à plus. Où j'ai vu aussi flotter des Josh Richardson. On parlait d'un Dylan Brooks, il y avait son nom qui venait par exemple. Enfin, tous les joueurs qui sont cités sont des joueurs qui pourront être ajoutés et avoir un impact qui sera utile pour eux. C'est juste que si ton objectif, comme le sous-entend Kobe Atman, c'est de toujours progresser, gagner de plus en plus, est-ce que tu vas faire assez pour passer un tour de playoff l'année prochaine? J'en suis pas sûr. Moi, je voulais te poser une question, parce que je sais pas comment ça pourrait s'organiser, mais imaginons,
je sais, enfin, j'ai du mal à imaginer comment, mais est-ce que Cleveland, là, ça serait pas une des équipes où Jeremy Grant ferait le plus sens? Si. Malgré Bah, sa sélection de shoot hasardeuse, malgré certaines choses, est-ce que c'est pas le joueur dont ils auraient besoin? Mais ils auraient il va besoin. demander beaucoup d'argent, c'est ça le problème. Il va demander. Moi, j'ai la théorie. Ah, mais j'ai la théorie. S'il prend un max, Jeremy Grant, ou pas loin, je toquerai à la porte. Ça fait plusieurs mois que je le dis. Il y a personne dans cette free agency là, en fait. Donc, ils auraient besoin de Jeremy Grant. Après, je pense que lui, de son point de vue, enfin, si tu arrives à Cleveland, t'es l'option 3 voire 4 3 au parce que, mieux, 4 au ouais, pire, quoi. 4 avec le développement de Mobley. Je Hmm. pense que c'est un mec qui veut être option 2, voire 3, grand maximum. Donc, effectivement, ils auraient besoin de lui dans l'idée, mais je sais pas si lui voudrait y aller. Puis, effectivement, contractuellement, ça serait compliqué. Voilà. Après, je tiens vraiment à dire, parce qu'on a été plutôt négatif, moi, je ne remets pas en cause le trade de Donovan Mitchell. Par exemple, je vois beaucoup de choses D'accord. qui ont été dites. Je ne remets pas en cause ce choix-là. Je sais que c'est un joueur qu'on apprécie plus que la moyenne chez Dunk Hebdo. Alors, peut-être la moyenne globale du microcosme NBA est encore plus français, parce qu'au vu de sa relation avec Gobert, c'est un joueur qui n'a pas forcément une cote. De ce côté-là de l'Atlantique, il n'a pas une. Enfin, non, je suis pas aux États-Unis. Bah, bref, il a pas une super cote, mais ça reste. Tu as obtenu un mec qui est potentiel DH20, qui fait pas OK des super playoffs. Sur les ISO, il est à 0,93, alors que c'est un mec qui tournait à 1,20 sur ses campagnes de playoffs où il était en fusion, OK. Mais je ne regrette pas le choix, moi. Je regretterai jamais, et je sens qu'on parlera de ça notamment quand on parlera des Clippers peut-être dans notre post-mortem. Je ne regrette jamais quand une équipe tente un pari avec un joueur qui peut être DH20 en fait. Je peux pas. Moi, ce que je critique, ce sont les petits coups à la Dejounte Murray. Ça, je critique. Je critique pas les coups à la Donovan Mitchell. Écoute, on est entièrement d'accord là-dessus. Moi, je trouve que, après, justement, j'ai une vision très claire là-dessus. Je ne comprends pas les moves un peu à la marge, justement. Je trouve que il faut se battre pour être le plus fort possible, ou alors faut pas se battre du tout. Et en même temps, je suis supporter des Sixers, donc c'est T'as ce bonne école, ouais. voilà. Mais j'aime pas les moves average. Et je trouve qu'un move, quand tu vas chercher un initiateur de balle qui a toutes les qualités, clairement, c'est un joueur plutôt bon off-ball normalement, qui est un bon porteur de balle, qui a l'arme du pull-up. Il y a toutes les qualités en fait pour en faire un joueur important et sur lequel tu peux miser. Alors, peu importe le sujet, mais moi je suis d'accord avec toi et ça revient à dire, parce que tu as évoqué un peu les Clippers, ça revient à dire ce qu'ont fait les Clippers en 2019, ça revient à dire ce qu'ont fait les Nets aujourd'hui. On est beaucoup trop dans l'instant aujourd'hui, on dit c'est un échec parce que ça n'a pas marché. Alors oui, c'est un échec, mais par contre, est-ce qu'ils ont eu raison de le faire? Moi, je pense toujours que les Clippers ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, que les Nets ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, et que les Cavs, là, ont eu raison de faire Donovan Mitchell. On est totalement d'accord. Le seul truc pour Donovan Mitchell, personnellement, en plus de sa campagne qui était extrêmement compliquée, à terme, s'il veut vraiment être l'option numéro 1 d'une équipe qui passe 2 tours, voire 3, peut-être déjà un tour, voire 2, il faut qu'il s'améliore sur le playmaking en fait. Parce qu'on a bien vu que quand sur la série les Knicks ont été ultra agressifs, de toute façon les Knicks ils avaient peur que de lui et de Garland à peu près, ça se voyait sur la défense du pick and roll. Bah en gros, il doit être un meilleur playmaker quoi. Ouais. Mais effectivement, tu peux pas critiquer ce move là. Non non non, moi je m'inscris totalement dans ce que tu as dit. C'est trop facile d'aller critiquer ce move maintenant en fait. Mm. Parce que tu pouvais pas le critiquer il y a 3 semaines. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui a quoi, qui a 13 matchs à 40 points. Non, alors celle-ci, elle est sûrement fausse. Donc, mais en tout cas, il a beaucoup de matchs à 40 points dans la saison. Donc, c'est un des mecs sur playoff qui peut être, qui a des flashs de top 10 des H20. Donc, tu peux pas regretter ce move-là. On est complètement d'accord, Amine. Je, c'est la philosophie d'un Kebdo, je pense. On fait des moves pour être vraiment meilleur. On fait pas des moves juste pour, on n'échange pas des choix de draft contre Dijon Temeray. Voilà, exactement. Euh, quelque chose à rajouter, Amine? Non, je pense on a été complet. Eh bien, du coup, on referme le chapitre Cleveland. N'hésitez pas à réagir, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur
Twitter, où j'ai aussi remarqué que maintenant sur Spotify, on peut donner des commentaires au podcast, visiblement, c'est l'évolution. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire sur Spotify. Nous, on va continuer nos post-mortem. Les previews risquent d'arriver bientôt, sont déjà arrivés, comme je vous l'ai dit, au moment d'enregistrer ce podcast. Au moment d'enregistrer ce podcast, Amine est un homme stressé, mais un peu résigné aussi. C'est un peu la tristesse. Donc, un appel solennel à Joel Embiid, à James Harden, surtout à Doc Rivers et à Tyrese Maxey, essayer de remporter ce match 7 qui se profile pour le bonheur d'Amine. Je ne sais pas si ça sera le cas, Amine, mais en tout cas, on va souhaiter... parce que, en fait, moi, je ne souhaite pas faire le post-mortem des membres du site, en fait, parce que c'est pas marrant, mais peut-être que le tien arrivera bientôt. J'ai envie de te dire qu'il est déjà prêt, en plus, hein. Depuis longtemps, parce il a beaucoup germé dans mon esprit. Effectivement, dans la partie les changements à mettre en place, je pense que Doc Rivers sera vraiment cité très rapidement. Oh, ce sera pas le seul, hein, pour le coup, quand même. Mais bon, eh bien, il sera en premier, oui. Ouais, il sera en pole position, ça on n'a pas de doute. Et bah du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés, les plateformes de podcast comme d'habitude, Twitter, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut! Ciao!